par Raoul Libre, le média indépendant du pays niçois. Retour sur notre exploration donc de notre histoire du comté de Nice, avec aujourd'hui un focus, si je puis dire, à l'intérieur de cette leçon que nous avons commencée lors de la précédente session, qui portait sur de la restauration sarde au rattachement définitif à la France. Donc un retour sur le moment de l'unité italienne, qui correspond donc au rattachement à l'annexion du comté de Nice par la France en 1860. Donc on a vu que cette restauration sarde correspond entre 1814 et 1860, qui est la période que nous allons, les années 1850, qui est la période que nous allons explorer avec l'arrivée de Cavour au pouvoir dans le royaume de Piémont-Sardaigne, eh bien correspond à la fois au début des événements du Risorgimento, c'est-à-dire la mise en place de la renaissance de l'idée italienne, de la concrétisation de l'unité politique de l'Italie, et en même temps avec, côté piémontais, la construction d'un État moderne à tout point de vue, à la fois politiquement, avec le statuto, la constitution, et à la fois économiquement, avec la construction d'une base économique industrielle qui va être indispensable pour permettre à ce royaume de Piémont-Sardaigne d'être suffisamment fort pour relever l'immense défi donc de l'unité de l'Italie. Alors immense défi, comme on l'a dit précédemment, puisque eh bien, il y a ces petits royaumes italiens qui ne souhaitent pas forcément tomber sous la coupe du Piémont-Sardaigne. Il y a la papauté, les États du pape, dont on va reparler abondamment, qui sont protégés, qui plus est, par la France très conservatrice de Napoléon III. Et il y a bien sûr le nord de l'Italie, le Milanais, la Vénétie, qui est occupé par la puissance autrichienne, par l'Autriche-Hongrie, qui est une puissance bien supérieure à celle du petit royaume de Piémont-Sardaigne. Et pourtant, ce royaume de Piémont-Sardaigne, il s'est renforcé, il a connu un développement économique tout à fait intéressant, et on a eu un premier séisme, une première secousse de force 10, voire 11, qui a été 1848-1849, la première guerre pour l'unité italienne, une guerre perdue, une guerre malheureuse, dans le cadre de ce printemps des peuples, qui a vu aussi des barricades à Milan, qui voit le peuple et le nationalisme italien, cette résurgence arriver dans les rues des grandes villes d'Italie, et qui a vu ces efforts de la monarchie piémontaise mis en échec par les forces autrichiennes. C'est notamment le désastre de Custoza. On pourrait penser à l'image de Garibaldi, qui de Rome à Gênes a été une des pièces maîtresses, avec un autre niçois dont on va en parler après, Ignace Ribotti, autre aventurier niçois du Risorgimento italien, qui a été au cœur de ces événements politiques. Donc on aurait pu penser à l'image de Garibaldi, qui met fin en fait à sa carrière politique, puisqu'il va reprendre la mer et finir en 1856 sur son îlot de Caprera. Et on aurait pu penser que le temps de l'unité italienne est passé, que la fenêtre historique qui s'était ouverte avec le printemps des peuples en 1848 va se fermer. En fait, non. En fait, non, parce que l'idée du Risorgimento italien et la possibilité de ce Risorgimento italien va revenir, et le temps de l'unité de l'Italie va arriver seulement quelques années plus tard. Justement, il est temps de parler de la réalisation de l'unité italienne, et qui a comme conséquence donc Nice à la France, donc virage tout à fait remarquable dans l'histoire de la ville de Nice et du comté. Tout d'abord, le Piémont-Sardaigne, revenons sur ce Piémont-Sardaigne, sous Victor Emmanuel II, sous le roi Victor Emmanuel II, qui va être le dernier roi, dernier souverain du Piémont-Sardaigne, donc de la vieille dynastie de Savoie, et le Piémont des ministres libéraux, des ministres libéralisme toujours à comprendre au sens politique du terme, les idées nouvelles, être favorable à la souveraineté du peuple, à une constitution, etc. Ministres libéraux que sont d'Azeglio et Cavour. Cavour qui arrive au pouvoir en 1852 et qui sera le grand architecte de cette unité italienne, le grand architecte politique. On a un royaume qui, d'un point de vue politique, donc du Piémont-Sardaigne, qui a progressé vers une forme de modernité, comme en témoigne par exemple sa politique plutôt anticléricale qui y est menée. Un royaume qui est désormais beaucoup plus perméable aux idées neuves,
Mais en même temps, un royaume qui termine dans ces années 1850 sa mue industrielle et moderne, que ce soit dans les progrès de l'agriculture, parce qu'il ne faut pas oublier cette dominante agricole dans le royaume du Piémont, mais aussi dans la progression des communications. Alors c'est notamment les chemins de fer, Chambéry-Turin, Gênes-Turin, les percées alpines, qui sont indispensables pour le désenclavement de la façade alpine du royaume du Piémont-Sardaigne, avec le tunnel du Fréjus. Et c'est aussi autre symbole hein, de l'ère industrielle, très récente innovation d'ailleurs, qui est le télégraphe, hein, qui fait son apparition dans l'Europe de l'époque, aussi en Amérique du Nord, et qui est une progression tout à fait stupéfiante hein, pour les gens de l'époque, tout simplement, puisque c'est l'invention des télécommunications. Puisqu'avant le télégraphe, les nouvelles, les informations progressent à la vitesse maximale de progression de l'être humain. C'est aussi le développement du port de Savone, alors qui n'est pas non plus une très bonne nouvelle pour le comté de Nice, on y reviendra, puisque Gênes avait déjà déclassé le comté de Nice en tant que port important du royaume. Et bien là, on a, avec le développement du port de Savone, on a un deuxième port qui est plus important que le port de Nice. Et la croissance du commerce, alors la croissance du commerce déjà sous le Charles Félix, hein, le monarque du début hein, de la restauration sarde, déjà on avait eu un remarquable premier développement des institutions bancaires et des assurances avec les épargnes de Turin, bon, des grandes institutions financières du royaume de Piémont-Sardaigne. Et bien ça continue bien sûr à cette époque-là, croissance du commerce et l'entrée de plein pied, si je puis dire, et ça a une importance directe pour l'histoire du comté de Nice, dans l'idée du libre-échange. Dans l'idée du libre-échange, qui nous paraît aujourd'hui évidente, puisque nous sommes dans un monde de libre-échange, dominé par le libre-échange, notamment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et bien pourtant, le libre-échange est en forte concurrence à l'époque avec les idées protectionnistes. Mais Cavour est un progressiste, un libéral au sens progressiste du terme, et il analyse le libre-échange comme étant une sorte de ticket d'entrée dans l'Europe des nations civilisées, modernes et puissantes. Et cette volonté de libre-échange, elle va jouer un rôle important dans le ressentiment que un certain nombre de Niçois vont ourdir à l'encontre donc de leur royaume du Piémont-Sardaigne. Et d'ailleurs, on y vient sans transition. Que se passe-t-il pour Nice? Eh bien, pour Nice, qui avait profité de la modernisation du Piémont-Sardaigne, on avait avec le tourisme, avec les nouvelles institutions niçoises, avec des réalisations, hein, avec une urbanisation moderne dont on a parlé la semaine dernière. Dans un premier temps, Nice avait profité de la restauration sarde. Eh bien la parenthèse heureuse, qui est un peu incarnée dans l'imaginaire collectif par le règne de Charles Félix, se referme définitivement avec Cavour, où l'entrée du Piémont-Sardaigne dans la cour des grandes nations civilisées, industrielles et modernes, correspond pour Nice à la marginalisation définitive. Et est à l'origine d'un ressentiment qui explique la composante ralliement qui a participé de l'annexion du comté de Nice par la France. Alors déjà, il faut bien expliquer quelque chose. Il n'y a pas de volonté d'hostilité de Turin par rapport à Nice. Il n'y a pas de volonté vexatoire. Les mesures qui sont prises et qui sont mal ressenties dans le comté de Nice, eh bien, sont des mesures qui sont prises par une volonté politique de Cavour et de Victor Emmanuel, qui est une volonté à la fois de modernisation et d'unification du territoire. Donc c'est la modernité, c'est l'exigence de la modernité de la monarchie sarde qui va forcément rabaisser les traditions autonomistes niçoises, les petits pouvoirs et les derniers, on va dire les derniers pouvoirs locaux qui rattachaient en fait la ville de Nice à son indépendance ou sa quasi-indépendance passée. On se souvient du fin fond du Moyen-Âge. Alors cette volonté unificatrice du royaume contre la défense d'intérêts particuliers niçois, c'est ça qui se joue. C'est pas du tout une volonté donc de rabaisser le comté de Nice. Alors les Niçois, quand ils regardent objectivement leur situation, donc dans les années 1850, ils se disent bon, la route du col de Tende, elle n'est toujours pas achevée.
arrive en 1850 à Levens, alors on circule par le col de Clande, mais la route, enfin, la voirie, la belle route promise par les autorités, toujours pas achevée. On a un pont sur le Paillon, c'est bien gentil, mais enfin, c'est peut-être d'un pont sur le Var dont on aurait besoin. Chemin de fer, bah, il n'est pas plus question de chemin de fer Turin-Nice à l'époque, bien évidemment, qu'il est question d'un TGV, d'un vrai TGV Paris-Nice aujourd'hui. Je pense que le TGV arrivera à Saint-Pierre-et-Miquelon avant d'arriver à Nice d'ailleurs. Surtout, séisme, cataclysme à Nice, le port franc de Nice est supprimé. Alors le port franc avait été, les franchises avaient été concédées en fait. Donc il y a une tradition de port franc en fait à Nice qui remonte en gros au XVIIe siècle, et les franchises nouvelles avaient été concédées au port de Nice, qui a rapporté de l'argent aux commerçants. Et d'ailleurs, Charles Félix, qui incarnait cette politique, qui avait accordé ces nouvelles franchises au port de Nice, roi aimé des Niçois, Charles Félix, qui est pourtant un roi qui avait, je vous le rappelle, on l'avait dit dans la leçon précédente, avait présidé à la reprise en main d'un épisode libéral, l'épisode libéral de 1821, mais enfin on sait que l'épisode libéral de 1821, il n'avait pas trop touché Nice. Je vous parlais de 3 personnes emprisonnées. Bon. Du coup, eh bien, en 1829, les commerçants niçois avaient commandité cette fameuse statue de Charles Félix qui a les doigts tournés et qui montre le port de Nice, pour désigner cette source de revenus et de prospérité pour la cité niçoise. Donc, roi aimé des Niçois. Bien, en 1853, sous Victor Emmanuel II, après donc cette suppression des franchises, eh bien, qui d'ailleurs s'accorde, enfin se cumule avec la suppression du monopole du commerce du sel vers le Piémont, c'est-à-dire on supprime les monopoles commerciaux locaux au profit d'une politique de libre-échange, qui ne va pas forcément rapporter plus en soi, notamment par rapport aux taxes locales qui ne sont plus levées, mais qui est censé donc rapporter une meilleure intégration du Piémont-Sardaigne au concert des nations dans la perspective d'une politique européenne, une géopolitique beaucoup plus large, dont on va parler dans un instant. Donc tout ça, ça fait trop, et c'est le fameux épisode où l'émeute se déclenche en 1853 à Nice, et on va couper les doigts, on va mutiler la statue de Charles Félix, pour que Charles Félix ne montre plus ce port de Nice, qui n'est plus justement considéré par les autorités piémontaises, notamment les commerçants. Donc à cela, on rajoute un sentiment de déclassement, qui peut être aussi un sentiment de déclassement politique, puisque je vous rappelle, on l'avait dit précédemment, 2 événements. Un redécoupage administratif par rapport à la période française qui se fait à la restauration sarde, qui est l'amputation de Dolce Acqua au comté de Nice, même si le comté de Nice gagne de fait Roquebrune et Menton, et l'appellation tout simplement comté de Nice qui disparaît. Donc ce sentiment de déclassement, il est total. Déclassement économique, perte des autonomies, couronné d'ailleurs par quelques petites avanies comme le rabaissement du Sénat et du consulat de la mer, qui étaient les dernières autorités un peu symboliques qui nous rattachaient, nous niçois, à notre autonomie d'antan. Donc autrement dit, sentiment de déclassement général, économique, politique, symbolique. Ce qui va bien évidemment encourager une opinion francophile. Une opinion francophile qui a toujours existé à Nice depuis la Révolution. Clairement. Une opinion francophile qui se nourrit d'ailleurs un peu d'un mythe, non pas de l'occupation française au moment de la Révolution, mais du mythe plutôt de Nice sous l'Empire, période qui avait été plutôt bien vécue, de l'époque aussi où avait pénétré pour la première fois face à un royaume du Piémont-Sardaigne qui était à l'époque réactionnaire, ce qui n'est plus dans les années 1850, la première pénétration des idées nouvelles, qui sont aujourd'hui celles pour lesquelles on se bat. Alors il y a une opinion francophile, celle des Carlones, des Arçons, des Avigor, qui se développent dans les milieux d'affaires. En fait, ce sont essentiellement les milieux d'affaires, parce que c'est les milieux qui sont frustrés par la politique de nivellage économique, mettant fin aux taxations locales pratiquées par le gouvernement, et qui est entretenu en plus par la présence en France. C'est un petit peu, alors à moindre échelle, on se rejoue un peu la scène de 1792, la présence de quelques exilés français opposants au régime dictatorial, qui est dans sa période dure de Napoléon III, puisque jusqu'en 1860, eh bien, le Napoléon III a une dictature très ferme, c'est
par la suite, dans les années 1860, que progressivement l'Empire va plus être autoritaire, comme disent les historiens, mais va en quelque sorte se libéraliser, de façon très relative. Donc on a des immigrés français qui créent qui entretiennent un peu un climat aussi autour des gens comme Alphonse Karr ou François Guizot, journaliste, homme de presse, homme de lettres, ce sentiment pro-français, ce sentiment francophile, soutenu d'ailleurs par une presse francophile locale, fondée par des immigrés et des opposants à Napoléon III, et le tout soutenu qui rencontre l'adhésion des milieux d'affaires, les milieux d'affaires locaux, qui considèrent que finalement le comté de Nice ne tire plus bénéfice de son appartenance à un royaume qui continue à maintenir qui n'a pas les moyens de le désenclaver physiquement, et qui en plus lui retire les quelques bénéfices qu'il pouvait tirer de sa position qui n'est pas très favorable. C'est à ce moment-là que est relancé le processus de l'unité italienne, qui va aboutir cette fois-ci définitivement en 1860. C'est l'œuvre de Cavour, bien sûr, de ce grand homme d'État piémontais et italien, très représentatif de la bourgeoisie libérale de l'époque. Et ce royaume du Piémont-Sardaigne va se positionner dans le concert des nations, donc par sa politique culturelle, par sa politique économique, par sa politique libérale, par sa politique de libre-échange, et va se rapprocher naturellement des puissances qui pourraient lui permettre d'engager un bras de fer avec l'Autriche et avec les puissances réactionnaires, les États réactionnaires, comme par exemple le royaume de Naples. Donc le Piémont-Sardaigne va se rapprocher en premier temps de la France, de Napoléon III, qui pourtant est vraiment la puissance réactionnaire par excellence, mais France de Napoléon III qui a une hostilité, on le sait, traditionnelle, héritée de l'ancien régime, envers la monarchie des Habsbourg, c'est-à-dire l'Autriche-Hongrie, qui est quand même l'obstacle numéro 1 sur la voie de l'unité italienne. On sait en plus que Napoléon III est un bout de feu patenté, il a hérité un nom, Napoléon, qu'il faut porter quand même, pas rien, celui donc de son grand-oncle, puisqu'il est de son oncle, pardon, puisqu'il est le neveu de Napoléon Ier, fils de Louis, frère de Napoléon, empereur des Français, et il va chercher à entretenir et à nourrir sa propre gloire militaire afin de concurrencer et de porter haut de nouveau le nom de Napoléon. Alors l'occasion se présente entre 1853 et 1856 de croiser le fer pour le Piémont aux côtés de la France et de l'Angleterre et de l'Empire ottoman contre la Russie lors d'un obscur conflit qui est la guerre de Crimée, qui, comme son nom l'indique, se joue en Crimée, bataille de Balaklava, siège de Sébastopol, et qui est une victoire qui n'est pas remportée par le Piémont-Sardaigne, qui est une composante, la plus petite composante de l'Alliance, mais qui est remportée par les troupes françaises et les troupes britanniques, marine française, marine britannique. Le jeu qui se joue en Crimée dépasse totalement le cadre des ambitions piémontaises, encore que c'est un jeu à double bande en quelque sorte, parce que ce qui se joue, c'est un peu la suprématie en Méditerranée. Puisque, en fait, à travers cette guerre il y a une guerre que mène la Russie contre l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'est l'homme malade de l'Europe, il est en plein déclin, et donc cet Empire ottoman va sans doute continuer à décliner, laisser libre les Balkans que les Russes se verraient bien occuper, parce que c'est la route la plus évidente qui mène à Constantinople. Et Constantinople, pour des raisons, c'est-à-dire Istanbul aujourd'hui, pour des raisons à la fois religieuses et symboliques, c'est le cœur de la foi byzantine et donc orthodoxe pratiquée par les Russes, et en plus c'est la porte ouverte sur les détroits qui permettrait à la Russie de devenir une puissance méditerranéenne. Alors la Russie puissance méditerranéenne, ça ne plaît pas à la France et à l'Angleterre. Parce que la France c'est déjà une puissance méditerranéenne, et l'Angleterre, alors vous allez me dire l'Angleterre qu'est-ce qu'elle fout là, sauf que l'Angleterre est aussi une puissance méditerranéenne. Pourquoi? Parce que l'Angleterre c'est Gibraltar et c'est Suez, l'entrée, la sortie. C'est Chypre et c'est Malte. Et Malte, c'est pile le milieu de la Méditerranée. Donc l'Angleterre a aussi des ambitions méditerranéennes. Et le Piémont-Sardaigne, lui, cherche à se rapprocher, bien sûr, de la France, voire de l'Angleterre. Mais il anticipe aussi la possibilité, une fois l'unité Italie créée autour du Piémont-Sardaigne, de devenir lui-même une puissance méditerranéenne. Et moins on est de fous, mieux on rigole. À se partager un espace géopolitique, en l'occurrence la Méditerranée. Donc tout cela, dans ce grand jeu européen, permet de positionner la petite puissance piémontaise. Et en 1857, Cavour dévoile ses ambitions en fondant la Société nationale italienne pour une Italie dont la vision est clairement différente de celle soutenue par des gens comme Mazzini ou Garibaldi.
Mazzini et Garibaldi défendent la vision d'une Italie qui serait une république italienne. Ce sont des républicains, ce sont des révolutionnaires républicains. Là où Cavour est une Italie, pour une Italie, certes, libérale, bourgeoise et monarchique. Donc deux visions totalement différentes, et ça, faut jamais l'oublier. Cavour va favoriser la très importante entrevue de Plombières, qui va permettre de sceller en 1858 un accord qui vaut intervention de la France en Italie si l'Autriche, d'aventure, avait la maladresse d'attaquer le Piémont-Sardaigne. La France s'engage à défendre à ce moment-là le Piémont-Sardaigne face à l'Autriche et négocie à Plombières à ce moment-là la cession de Nice et de la Savoie. Cavour abat ses cartes, il est prêt à se débarrasser donc des composantes qu'il estime pas forcément comme étant, même si la Savoie est le cœur historique du Piémont-Sardaigne, mais qui ne sont pas forcément les composantes les plus évidemment ralliées à Turin. Ce qu'elle fait, l'Autriche, en 1859, en attaquant le royaume de Piémont-Sardaigne, répondant ainsi aux provocations de Cavour. Donc en 1859, la guerre éclate, qui voit acheminer par chemin de fer depuis la France les armées françaises fondre sur l'Italie du Nord, afin de défendre aux côtés des Piémontais la péninsule face à l'agression des intolérables des Habsbourg. Ce sont deux batailles sanglantes, Solferino et Magenta, qui vont décider du sort de la guerre. Sanglante et sans grand génie militaire, car Napoléon III en est totalement dépourvu. Il le prouvera de façon éclatante tout au long de sa carrière, d'ailleurs il délègue. À Solferino et à Magenta, on s'entretue, ce sont d'abominables boucheries, digne des pires cauchemars du Premier Empire, digne de la bataille je sais pas moi, de Iéna ou des grandes tueries de masse de Borodino. D'ailleurs, le champ de bataille de Solferino inspirera un Suisse, Henri Dunant, la création de la Croix-Rouge. Notamment le spectacle lui paraît pitoyable, et bon, c'est à l'époque où on fait la guerre avec une ambulance pour 10 000 types, enfin bon bref, une véritable catastrophe humanitaire et sanitaire. En tout cas, toujours est-il qu'après ces féroces combats, la conquête de Milan est assurée. Donc Milan, c'est un objectif symbolique fondamental. Mais la France va se retirer. La France va se retirer à ce moment-là parce que, tout simplement, il y a une autre puissance qui menace de rentrer en guerre à ce moment-là, et cette fois-ci aux côtés de l'Autriche, c'est la Prusse. La Prusse qui est l'autre grande puissance, l'autre étoile montante de l'Europe. La Prusse qui nourrit des ambitions de son côté par rapport à la concession de l'unité de l'Allemagne. Et face à la menace de la France, la Prusse qui est très inquiète de la puissance, de la montée de la puissance française manifestée par cette campagne italienne, Prusse qui a toujours identifié la France comme étant le principal obstacle à la concession de l'unité allemande, qui est l'objectif poursuivi par les Prussiens et qui les Prussiens réaliseront 11 ans plus tard. Donc devant la menace de l'intervention de la Prusse, la France décide d'en rester là. Ce qui rendrait ces accords caducs, d'autant plus qu'un nouveau Premier ministre arrive au Piémont, qui est Ratazzi, nouveau chef du gouvernement, qui lui ne veut plus céder le comté de Nice et la Savoie. Donc la situation est gelée. La situation est gelée, mais en fait le processus de maturation de l'unité italienne, il va je dirais quasiment se poursuivre en dépit de tout et de façon quasiment autonome. En fait, déjà, les États d'Italie centrale, les peuples des États d'Italie centrale, les populations vont chasser les monarques dérisoires qui étaient à leur tête, les petits princes et les petits ducs et archiducs, qui vont rallier le royaume sarde. Donc l'unité italienne continue son cours. La dynamique n'est pas brisée en fait. Et d'autre part, il y a Garibaldi. Alors Garibaldi, bien évidemment, c'est l'histoire d'un malentendu permanent entre Garibaldi et l'Italie. Comme il y aura plus tard un malentendu permanent entre Garibaldi et la France. Tout simplement, on l'a dit, Garibaldi a toujours récolté la méfiance des autorités piémontaises, parce que Garibaldi est un révolutionnaire déjà qui n'est pas, comme tous les révolutionnaires, qui n'est pas contrôlable. Garibaldi qui par ailleurs est un véritable républicain, là où Cavour rêve d'un royaume d'Italie bourgeois. Certes, plutôt libéral, mais bourgeois. Et du coup, il y a une concurrence entre Garibaldi et d'autres aventuriers aventuriers niçois. Alors je pense bien sûr à Ribotti,
à Ignace Ribotti, qui est actif en 1848 comme Garibaldi. Alors lui, Ribotti, c'est surtout illustré en Calabre, et qui en 1859 constitue, alors que Garibaldi organise d'abord les chasseurs des Alpes, eh bien, et il va vaincre les Autrichiens avec ses chasseurs des Alpes en Italie du Nord. Lui, Ribotti, organise les chasseurs de la Magra. Et il est question, dans un premier temps, plutôt de jouer la carte Ribotti plutôt que la carte Garibaldi, mais finalement, c'est la carte Garibaldi qui va rester sur le tapis. Ribotti, lui, délivrera Modène, et finalement va finir sa carrière comme parlementaire et élu député italien. Et donc finalement c'est Garibaldi qui sera choisi, Garibaldi qui va commencer son expédition des Miles en Sicile, et son expédition va se révéler inarrêtable, de la Sicile, de Palerme jusqu'à Naples, qui va permettre d'obtenir le ralliement de la plus puissante de ces petites monarchies italiennes, celle du royaume de Naples. Entre-temps, 1860, Cavour revient aux affaires et va renégocier avec la France les accords devenus caducs, et va intégrer une nouvelle clause dans les accords, c'est-à-dire que pour ne pas que les peuples aient l'impression d'avoir été l'objet d'une sorte d'obscur marchandage cynique, eh bien, va introduire la notion de plébiscite. On va accorder un plébiscite aux populations de la Savoie et du comté de Nice. Garibaldi, qui par ailleurs en 1860, lui, se retire sur son îlot de Caprera et qui pense avoir terminé sa carrière politique. Garibaldi qui commence à une carrière d'homme public, de sage, de conseiller. Garibaldi, cet homme devant lequel la reine d'Angleterre a fait la révérence. Et on verra que Garibaldi ressortira de sa retraite. Alors, c'est dans ce contexte qu'intervient bien sûr une multitude de petits plébiscites qui vont permettre le rattachement à l'Italie des territoires qui se sont ralliés donc à la monarchie piémontaise. Le plébiscite qui nous intéresse, nous, bien sûr, c'est notre plébiscite de 1860, du 15-16 avril 1860, qui va voir triompher, le mot est faible, par 25 743 voix contre 160, et oui, un score digne des républiques bananières les plus baroques ou des bonnes vieilles dictatures communistes, qui va voir donc triompher le oui. Il y a une explication derrière tout ça, bien sûr. L'explication, elle est bien simple, c'est que quand tout le monde veut que vous votiez oui, vous finissez par voter oui. Quand je dis quand tout le monde veut que vous votiez oui, où se trouve la manipulation? La manipulation, elle n'est pas forcément dans le tripatouillage des urnes. La manipulation, elle est en amont, elle est politique. C'est-à-dire que l'affaire, de toute manière, est entérinée depuis 1858, depuis Plombières. L'affaire, elle est renégociée, de toute manière, dans le même sens en 1860. Il n'est pas question que le comté de Nice et la Savoie puissent dire non au rattachement à la France. D'ailleurs, la question n'est même pas de savoir s'ils veulent faire partie de l'Italie, c'est voulez-vous faire partie de la France. Cavour a des propos très clairs là-dessus. Hein. Il le dit clairement, il faut que surtout pas que le comté de Nice et la Savoie ne se rallient pas à la France. Enfin, et il le dit aussi clairement, je ne saurais plus citer là de mémoire ses propos, mais il dit qu'il faut, par une politique habile, en gros, amener ces populations à voter naturellement pour le rattachement à la France, afin que soient respectés les engagements pris par le gouvernement. Alors déjà, le transfert de souveraineté, il est quasiment organisé avant le plébiscite. Ça déjà, c'est quelque chose d'important à savoir, puisqu'on a, avec le Bonis, on a un administrateur local sarde, et puis on a un préfet qui est déjà nommé. Donc avant même l'annexion. Et la responsabilité du référendum est laissée essentiellement aux autorités françaises. Et les autorités françaises sont déjà arrivées, sont déjà là, c'est elles qui organisent le plébiscite. Bon, curieuse façon de procéder, puisqu'on demande aux gens s'ils veulent devenir français. D'autre part, le oui est soutenu totalement par l'administration piémontaise et de façon publique. Le roi Victor Emmanuel II va jusqu'à dédier les Niçois de leur serment de fidélité de 1388. Rappelez-vous, la dédition du comté de Nice à la Savoie en 1388, eh bien Victor Emmanuel II leur dit « ce n'est plus valable. Si vous, population niçoise, si vous ralliez donc l'Empire français, puisque c'est l'Empire de Napoléon III, vous ne me trahissez pas. Je vous délie de votre serment et de votre allégeance. » Quant aux cartes qui sont et aux projets politiques qui sont publiés à l'époque, eh bien les provinces de Savoie et de Nice sont de toute manière exclues déjà avant même le plébiscite
des projets politiques du Royaume d'Italie. Lorsqu'on présente la carte du Royaume d'Italie, on n'a pas encore voté que le comté de Nice et la Savoie n'y sont pas. Donc clairement, on ne peut pas se sentir moins désiré. Hein. Voilà. Quant à l'opinion niçoise, il ne faut pas oublier cette composante-là, c'est la composante ralliement conscient à la France, parce qu'il y en a une aussi. L'opinion niçoise, il ne faut pas oublier qu'elle a été totalement retournée contre l'admission, enfin totalement, en grande partie retournée contre l'admission sarde, par une opinion marchande, une opinion des milieux d'affaires, milieux d'affaires niçois, suite à cette histoire donc de suppression du port franc, opinion marchande, opinion des milieux d'affaires, et opinion cléricale aussi. Et opinion cléricale parce que tout simplement, depuis les années 1850, ce qui avait entraîné d'ailleurs la démission du ministre d'Azeglio, qui avait permis l'arrivée de Cavour au pouvoir, eh bien on a une politique qui est plutôt anticléricale qui est menée dans le royaume qui n'a jamais été à la pointe hein, d'ailleurs de la bigoterie hein, du royaume de Piémont-Sardaigne, et alors que la France apparaît a contrario, avec Napoléon III, qui est un souverain qui se veut très, très croyant et défenseur de l'Église catholique, apostolique et romaine, eh bien, on a au contraire, du coup, eh bien, renversement de l'histoire, hein, parce que la France a longtemps représenté l'anticléricalisme à l'époque de la Révolution, là c'est le contraire. La France représente une opinion plus cléricale, et donc on sait que le cléricalisme, ça joue dans le contexte. Ça avait joué en défaveur de la France pendant l'époque de la Révolution, et là ça joue plutôt en faveur de la France en 1860. Donc voilà toutes les raisons, et puis bon, globalement, ça semble sans issue pour le comté de Nice. Politiquement on veut plus de nous, on nous chasse du royaume en quelque sorte. Économiquement et symboliquement, de toute manière, on nous avait déjà chassé avant, parce qu'on ne nous désenclave pas, on ne nous fait pas profiter pleinement de cette modernité, on enlève nos derniers privilèges, on enlève les derniers symboles qui faisaient de nous un territoire libre. Bon, voilà, tout est fait, il n'y a pas de grande peur à avoir sur l'issue de ce référendum qui fait que beaucoup de Niçois aussi, avec un certain raillement, avec une certaine gourmandise, une certaine curiosité, se disent bah voilà, maintenant on choisit la France. On choisit la France aussi parce que la France c'est un empire puissant, c'est un empire qui a les moyens, c'est riche. La France c'est riche, bien sûr. Et l'Italie c'est l'aventure. Parce que l'Italie c'est encore rien. Il y a un député futuriste italien hein, qui aura cette parole célèbre dans ces années-là, après l'unité de l'Italie, et qui dira nous avons fait l'Italie. Maintenant, nous devons faire les Italiens. Oui, bien sûr. Quant à donc ce royaume d'Italie, qui se fait sans Nice, sans le comté de Nice, il est proclamé le 17 mars 1861. Donc pour nous, la date qui compte, c'est 1860, mais pour les Italiens, c'est 1861 qui est la proclamation réelle du royaume d'Italie. Garibaldi, bon bah lui c'est l'incompris permanent. Il est jamais dans le bon camp, hein, mais c'est ce qui en fait un héros romantique. Et puis les vrais révolutionnaires, les héros romantiques, un peu à la Che Guevara, sont jamais dans le bon camp. Hein. Ils sont toujours vaincus à la fin. Hein. Et c'est un petit peu le cas de Garibaldi. Puisque Garibaldi se retrouve français, et il annonce qu'il ne serrera pas la main, d'ailleurs, à ceux qui l'ont fait étranger dans sa patrie. C'est-à-dire l'Italie. Voilà un homme qui s'est battu toute sa vie pour l'unité de l'Italie et qui devient français. C'est quand même assez caustique. Pourtant, Garibaldi ne lâche pas. Garibaldi ne lâche pas complètement les affaires. En 1862, il y a deux épisodes marquants. On va en finir sur l'unité de l'Italie, parce que ça concerne encore Garibaldi. Quoi. Il y a une première affaire, parce que l'unité de l'Italie, elle n'est pas tout à fait complète en 1861, parce que c'était un royaume d'Italie dont la capitale est Turin à l'époque. La capitale sera ensuite transférée à Florence pour ne pas donner l'impression que le royaume des Piémont-Sardaigne tire toute la couverture italienne à lui. Hein, pour que les autres aient un peu l'impression d'avoir les orteils au chaud quand même encore. Et puis Florence, voilà, il faut quand même se souvenir que l'italien est le dialecte florentin de la même façon que le français est le dialecte parisien. Donc il y a un symbole, on va dire, un symbole culturel. Mais l'unité est encore incomplète, il manque, à minima, hein, parce qu'après on a l'irrédentisme qui voudrait qu'on ait des territoires italiens dans toute la Méditerranée, bon ça c'est encore autre chose. Ou récupérer le comté de Nice, la Savoie et pourquoi pas la Corse. Cet irrédentisme qui triomphera sous Mussolini en Italie. Mais pour les gens raisonnables, pour la plupart des Italiens de l'époque, il manque la Vénétie et il manque surtout Rome. Toujours Rome. Pourquoi ? Parce que pour Napoléon III, on a toujours dit, la France soutient l'unité de l'Italie à une seule condition, c'est que, alors qu'au moment, la papauté
ne se retrouve annexé par le royaume d'Italie. En 1862, c'est la bataille d'Aspromonte. Alors l'Aspromonte, c'est un massif montagneux de la Calabre, et un bastion de la Calabre. Et cette bataille de l'Aspromonte, c'est un affrontement très bref en fait, mais très symbolique entre les Garibaldiens, qui remontent vers Rome, 1862, pour finir le boulot, pour intégrer donc le royaume, les États du Pape, à l'unité italienne, et qui rencontrent l'armée italienne, notamment les unités d'élite de l'armée italienne, les Bersaglieri. Bref échange de tirs, c'est pas grand chose l'affaire de l'Aspromonte, où Garibaldi est blessé et tombe à terre. Garibaldi, qui avant d'être blessé, a donné l'ordre à ses troupes de cesser le feu, pour ne pas que des Italiens tirent sur d'autres Italiens. Donc l'affaire est très symbolique. D'ailleurs, l'affaire d'Aspromonte, elle joue plutôt pour la popularité de Garibaldi. En 1866, on a une première nouvelle fenêtre de tir pour compléter cette unité de l'Italie. Cette première nouvelle fenêtre de tir, c'est la guerre que vont se livrer l'Autriche-Hongrie et la Prusse, pour une affaire qui dépasse totalement les affaires italiennes, qui est l'autre grande affaire nationaliste de l'époque, qui est l'unité de l'Allemagne. Chacune des puissances, on l'a déjà dit, la Prusse et l'Autriche-Hongrie rivalisent pour faire l'unité de l'Allemagne, cette fois-ci autour d'elle. Eh bien, la Prusse décide d'écarter l'Autriche en lui faisant la guerre, et à Sadova, en 1870, les armées autrichiennes sont écrasées par les armées prussiennes grâce aux fusils à canon rayé de l'armée prussienne. Et 1866 lance la troisième guerre d'indépendance, puisque c'est le combat pour Venise cette fois-ci. Donc, profitant de l'occasion que les troupes autrichiennes sont totalement absorbées par la lutte malheureuse qu'elles livrent contre les Prussiens, eh bien, le royaume d'Italie en profite pour conquérir Venise. En 1867, Garibaldi considère que le moment est venu de remettre encore le couvert, si je puis dire, et faire une dernière tentative pour Rome en 1867, et face à l'armée française et pontificale, mais c'est surtout l'armée française, bien les Garibaldiens vont subir un nouvel échec. À Montana, cette fois-ci, ils se heurtent à des fusils tout aussi modernes et précis que les fusils de l'armée prussienne, sont les chasse-peau de l'armée française qui déciment les Garibaldiens. C'est une affaire un peu plus sérieuse que l'affaire d'Aspromonte, qui est une simple échauffourée. Là, c'est une véritable petite bataille où les Garibaldiens sont défaits, et Garibaldi comprend que tout seul, et sans l'appui de l'État italien, il ne pourra pas rééditer le coup de Palerme ou le coup de Rome. Finalement, c'est 1870 qui va permettre de finir, de compléter l'unité italienne dans les frontières de l'Italie d'aujourd'hui, puisqu'en 1870, cette fois-ci, bien la Prusse aura encore un nouveau service à l'Italie, puisque les Prussiens, avec les autres États allemands, se voient la guerre déclarée suite à leur provocation répétée par Napoléon III, qui s'en mordra les doigts, puisque c'est la capitulation de Sedan en 1870, et la catastrophe de cette guerre franco-prussienne, qui est plutôt une guerre franco-allemande, et qui va permettre donc à Bismarck et à Guillaume Ier de Prusse de proclamer la naissance de l'Empire allemand, c'est-à-dire du Second Reich à Versailles. Ça a des implications aussi pour Garibaldi, pour notre niçois préféré, parce que en 1870, c'est l'armée de Napoléon III qui combat donc les Prussiens et les Allemands. Ça n'émeut guère Garibaldi. Napoléon III, vous imaginez bien que ça n'a jamais été sa tasse de thé. Et par contre, lorsque Napoléon III est vaincu, dans un geste totalement fou, eh bien, et anachronique, eh bien, la République qui a été proclamée en France, à Paris, eh bien, désavoue la capitulation qui est celle de l'Empire et relance la guerre sur l'ère de 1792, c'est-à-dire la patrie en danger, levée de masse, puis la France va se lever comme un seul homme contre l'Allemagne. Sauf qu'on n'est plus en 1792. Et les armées que la France met sur pied, que la République française désormais met sur pied, vont avoir bien du mal à endiguer l'invasion allemande. Mais c'est dans ce cadre-là que Garibaldi prend du service, parce que là, par contre, Garibaldi, il obéit à l'appel de la République, alors que l'Empire, ça l'avait bien sûr laissé de marbre. Donc il répond à l'appel de la République en France, il est fait commandant de l'armée des Vosges, et bon, ce qui est un petit peu, malgré tout, fait partie de la légende dorée de Garibaldi, eh bien, il va réussir à semer le trouble dans les armées allemandes, les armées prussiennes. Il faut dire que bon, une armée commandée par Garibaldi, qui est une sorte d'immense légende, eh bien, évidemment, ça inspire un certain respect, une grande prudence en fait aux Allemands. Mais bien sûr, ça ne suffit pas, puisque en 1871,
il y a une deuxième capitulation, cette fois-ci la capitulation de la République, et ça a coûté très cher cette reprise d'hostilité à la France, qui, vous le savez, va abandonner 3 départements, 2 départements d'Alsace, la Moselle, devoir payer une indemnité de guerre faramineuse, et ça va semer les germes d'un premier conflit mondial plus tard. Alors, pour Garibaldi, finalement, l'heure de la retraite politique a presque sonné, donc il est député français, ça se passe très mal, hein, il va pas très souvent à l'Assemblée, parce que tout ce jeu politique français ne l'intéresse pas forcément énormément, le dépasse un petit peu, la République est proclamée, quelle République, on s'écharpe, c'est l'origine confuse de la Troisième République. Victor Hugo le défend, défend celui qui se définit comme cet étranger dans sa patrie. Il y a une séance célèbre où il quitte l'Assemblée pour défendre Garibaldi, Victor Hugo, où on en vient quasiment aux mains, où il a cette remarque en disant que Garibaldi est le seul homme devant lequel il faut se lever, et il a une autre remarque, Victor Hugo, qui est quand même l'homme des déclarations fracassantes, hein, c'est Victor Hugo, j'oserais presque dire Victor Hugo, son style, c'est un style qui décoiffe, mais je peux pas me le permettre, et Victor Hugo qui disait que Garibaldi a été finalement, il faut s'en souvenir, le seul général qui n'a pas été vaincu. Sous-entendu, tous les autres ont été vaincus pendant la guerre contre les Prussiens. Bon, Garibaldi va disparaître des écrans de l'actualité, retourner sur son niveau de Caprera. Il va devenir un produit marketing, un des premiers produits marketing de l'histoire du commerce mondial, à son corps défendant, parce que Garibaldi, vous le comprenez bien, c'est pas un affairiste, hein. Il va jamais rien toucher. Il va écrire ses mémoires quand même, intéressantes à lire, d'ailleurs, même si Garibaldi n'est pas un écrivain, clairement aussi. Par contre, effectivement, si Garibaldi finit sa vie dans un royaume d'Italie qu'il a contribué à façonner tout en ayant la nationalité française, eh bien, les Niçois, au contraire, qui ont toujours été italiens culturellement, se retrouvent français, se réveillent français un matin de 1860. Ils vont désormais partager, pour plus de 150 ans, le destin d'une nouvelle patrie qui est la France. D'ailleurs, je vous invite pour notre prochaine vidéo à nous pencher sur Nice devient française, dans quelles circonstances Nice devient française. Entre 1860 et pour moi le ralliement définitif se fait au moment où est soldée la terrifiante affaire du 15e corps en 1927, suite à la Première Guerre mondiale. Donc Nice devient française, 1860-1927 sera donc le cadre de notre prochaine leçon. Je vous remercie de nous avoir suivis. Hola mia bella Nisa, regina dei flu, li tiu vittorisa, io canterai tu giù, cantai di montagna, io tiu tamri deco, li tiu verdi campagna, li tiu gran soleil d'or.